Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir le studio Criss Cross qui a été fondé par Lucas Marin et Stéphane Gibert. Si vous ne connaissez pas leur travail, je vous invite dès à présent à aller soit sur leur site internet, soit sur leur page Instagram. Avec Stéphane et Lucas, on a pu échanger sur les débuts de leur studio et pourquoi ils gardent tous les deux leur statut d'auto-entrepreneur. On a pu parler de certains de leurs projets au format atypique, comme des projections sur des terrains de foot ou bien encore des écrans de plus de 20 mètres de long. Aussi, si vous voulez participer et poser des questions aux invités qu'on reçoit dans Motion Meet, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Instagram. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode en mettant un petit commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Bref, j'arrête de vous embêter avec tout ça et je vous souhaite un très bon podcast. Salut Stéphane et Lucas, comment ça va ? Salut, ça va très bien, et toi ? Moi ça va très bien, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en tout cas d'être là dans Motion Meet. Moi je suis très content de vous recevoir. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un peu rapidement l'un après l'autre ? Du coup moi c'est Stéphane, je suis motion designer. En fait on est à Marseille, on bosse ensemble tous les deux depuis 2017, avant on était à Paris. Et moi, vite fait, mes études, j'ai fait un BTS Olivier de Serres, communication visuelle. Ok. Ensuite, j'ai fait un DSA au lycée Jacques Prévert à Boulogne. Ok. Et ensuite, j'ai travaillé directement du coup avec Gédéon. Ouais. Et c'est là que j'ai un peu tout appris le motion design. Gédéon qu'on connaît un petit peu, ils sont déjà passés par Motion Meet. Et voilà, et après on s'est mis en freelance pour bosser à deux. Ouais, moi on s'est rencontrés en BTS aussi en communication visuelle. Et après, moi j'ai plutôt suivi un parcours de design UX UI, web et mobile, tout ça. Donc je suis parti à Gobelin. J'ai bossé en start-up en tant que designer et puis on est toujours resté un peu en contact. Et du coup, on a commencé un peu à faire un peu du motion tous les deux. Et jusqu'à ce qu'on se dise, allez go, on se lance. Donc j'ai arrêté mon taf, et Stéphane aussi, et puis on s'est mis à faire du motion full-time tous les deux. Trop bien. Et du coup, vous faisiez déjà des projets ensemble depuis le BTS ou comment ça se passait ? Vous avez déjà un bon feeling ? On était en coloc ensemble et tout, enfin on est très bons amis depuis très longtemps. Mais au niveau des boulots, non, pas forcément avant, je pense. Pas trop, ça a vraiment commencé après, pendant les études où on était ensemble, on a bossé un peu ensemble, mais sinon, ça a surtout commencé en 2017, je pense. Ouais. Où tous les deux, on voulait un peu du renouveau, et donc on a essayé de faire des petits projets perso, on a vu que ça nous plaisait et que ça marchait bien, mais voilà. Et voilà. Du coup, vous êtes le studio Criss Cross. D'où c'est bien Criss Cross ? Criss Cross, fallait trouver. C'est un peu dur à chaque fois de trouver un nom qui marche. On s'était dit, il faut qu'il y ait une ou deux syllabes déjà, pas que ce soit trop complexe. Ouais. Et je sais plus, c'était un truc sur le. En fait, c'était le thème de notre premier projet perso où on s'est dit, en fait, on aime bien le basket tous les deux, donc ça vient un peu de là aussi. Et on s'est dit, il faut qu'on se trouve un petit thème pour faire des petites animes perso tous les deux. Et du coup, on a eu ce nom, c'était le nom du projet. Et avec la croix, notre idée, c'était toujours intégrer une croix dans nos animations. Ok. Donc à la base, c'était plus un projet, le nom d'un projet, le nom de code d'un projet, on va dire. Et puis après, les gens nous ont un peu appelés comme ça. Du coup, on s'est dit, allez, on garde ça. On n'a pas trop réfléchi, on voulait pas trop passer trop de temps à trouver un nom. Et puis, ouais, et puis c'est toujours le truc de, en fait, au début, t'es pas trop sûr du nom, puis après, en fait... si les gens après commencent à vous appeler comme ça, c'est que ça marche, quoi. Et puis c'est surtout qu'après il fallait faire une page Instagram ou un truc comme ça, et puis il fallait mettre un nom, donc t'es obligé de mettre un truc. Stéphane et Lucas Motion. Non, puis comme c'était court et il y avait pas d'autres studios, je crois qu'il y en a un autre, mais qui fait pas la même chose du tout que nous maintenant. Mais à l'époque il y avait pas. Du coup on s'est dit allons-y. Let's go, quoi. Ok. Du coup, vous êtes restés en freelance tous les deux. Et comment ça marche du coup, il y a plein de questions autour de ça aussi. C'est comment ça marche au niveau des clients, entre vous. Pourquoi pas avoir monté une structure
directement. Ouais, on se posait la question au début, mais en fait, c'était déjà le plus naturel. Comme on était Ouais. tous les deux en free, on s'est dit, autant rester en free, quoi. On avait un peu nos clients chacun de notre côté, donc ça aidait pas mal. Et en fait, on s'est rendu compte que les clients n'avaient pas de problème à facturer en deux parties. Ouais. Du coup, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on demande de splitter la facture en deux. Et il y a vraiment, à part une ou deux fois, ça n'a jamais posé problème. Du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas de niveau comptable, on n'a pas besoin de s'y intéresser plus que ça. Ouais, mais même si c'est déjà un peu complexe. Avant, on était auto-entrepreneur et on est passé à artiste-auteur il y a 2 ans. Ok. Ça, c'est mieux du coup, mais c'est aussi un peu, enfin, comme ça a changé aussi avec l'URSSAF, enfin, il y a quand même toujours pas mal de problèmes. Mais maintenant, on est assez rodé, C'est donc l'administratif, quoi. c'est compliqué. Ouais. Mais oui, enfin, on verra peut-être pour après si on change de statut. Pour l'instant, on est artiste-auteur et ça nous va très bien, mais. Vous avez quelqu'un qui gère à côté un peu toutes vos tâches admin ou vous le faites Bah, vous-même encore? on a un comptable du coup Ouais, quand même. qui s'occupe de tout ce qui est TVA et tout ça. Ouais. Mais après, toutes les déclarations, enfin, c'est comme tous les freelances, on doit les faire. Ouais. Ok. Non, ouais, c'est toujours aussi la question, genre, comment vous gérez tout ça. Et ben d'accord. Et en fait, après, aussi, chacun garde ses clients à côté, peut-être, ou est-ce que vous partagez vraiment tout comment ça se passe? Ouais, en fait, on a chacun des clients qu'on avait d'avant ou des connaissances d'avant. Et des fois, c'est des petites demandes, des petits projets. Du coup, on bosse pas forcément à deux dessus. On se garde un peu. Voilà, s'il y en a un qui veut faire son truc, il peut. Ouais. Mais quand c'est des projets plus intéressants, des plus gros projets, si ça vient de l'un ou de l'autre, on essaie quand même d'intégrer Criss Cross. Ouais. Ça, et puis toutes les demandes qui sont, en fait, toutes les demandes qui sont faites sur notre mail, on les prend à deux. Mais en vrai, là, au niveau des pourcentages, je pense, de projets qu'on fait à deux, c'est peut-être 90% et les 10% de reste, c'est des petits trucs en extra qu'on fait pour soit aider un ancien client, soit ouais, comme il disait Lucas, c'est des petites demandes. Mais les gros projets, on intègre forcément l'autre parce que. Ça, c'est plus intéressant d'échanger tout ça, d'être à deux Ouais, dessus. bah oui, carrément. Ouais. Et en fait, comment vous répartissez les tâches un peu pour les projets? Est-ce qu'il y en a un qui va être plus à l'aise, par exemple, dans la 3D ou l'autre dans la 2D, même pour le storyboard ou des choses comme ça? Comment est-ce que vous faites? Bah, c'est assez naturel. Enfin, du coup, au niveau de l'animation 2D, on est à peu près pareil. Enfin, tu vois, Ouais. on peut reprendre le projet de l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que s'il y en a un qui fait quelque chose et qu'après il y a un retour, l'autre, il peut très bien repasser sur le projet. Et après, pour la 3D, on n'en fait pas souvent. Quand il y en a un peu, c'est plus Lucas qui fait. Ok. Un petit peu. Et après, par exemple, s'il y a un peu de son ou quoi, ça sera peut-être plus moi qui va un peu bidouiller le son ou faire un peu. Mais après, sinon, au niveau des comment on se répartit les choses, parce que souvent dans les projets sur lesquels on bosse, il y a toujours une phase un peu d'exploration, donc on peut chacun un peu explorer de notre côté, trouver soit des style frames, soit un style d'animation, et après on met en commun. Avant compéto. Et après au niveau des scènes ou des trucs, on se prend une scène chacun l'anime. Ouais. Et en fait, ça dépend du projet parce qu'il y a des choses où ça va être, par exemple, il y en a un qui va s'occuper de la typo, l'autre peut-être plus juste des formes, et après on met en commun. Enfin, on arrive toujours à trouver notre compte et faire des trucs qu'on aime chacun tous les deux. Ouais, après, ça va dépendre du feeling par rapport à telle ou telle chose. Ouais, telle ou telle scène, s'il y a un truc, s'il y en a un ou deux qui a envie de tester un truc sur une partie, bah allez, go. C'est assez naturel, ouais. Et est-ce que après le fait aussi d'être à deux, ça vous challenge un petit peu de faire un truc mieux à chaque fois? Genre vous voyez l'autre qui fait un truc bien et puis vous faites non, je vais encore faire ça mieux, etc. Ou... Ouais, c'est sûr que ça nous pousse là-dessus. Après ça arrive plutôt, on va dire, quand c'est des projets plus perso. Ouais. Parce que quand c'est pas des demandes clients, quand c'est des demandes clients, voilà, on essaye de faire au mieux pour le client, on discute plutôt ensemble. Donc ça, c'est pas le même type de projet, mais carrément d'être à deux, bien sûr qu'il y en a un, il va tester un truc, du coup ça va motiver l'autre, ça va lui donner des idées. C'est assez cool. Ouais, puis même sur un projet qui peut être, qui peut être un peu plus chiant, par exemple, ça permet de se motiver aussi. Si l'autre fait quand même, si on fait quand même un truc vraiment bien, au moins ça motive les deux à se dire, même si à la base on pensait que c'était pas forcément intéressant, en fait ça devient intéressant parce que ouais.
c'est là que ça aide quand t'as un peu pas trop envie de faire ce truc-là, où tu te dis bon, ça va pas être très intéressant, et que tu vois que l'autre il arrive quand même à trouver des idées intéressantes pour ça, ça donne envie de le faire à fond. D'aller plus loin et de challenger le truc à fond, quoi. Ouais. C'est ça qui est bien. Et après, même pour échanger les idées, etc., quand peut-être il y en a un qui arrive un peu moins dans un truc, peut-être que vous... Ouais, ça c'est assez pratique dans les phases de recherche ou quand quelqu'un est pas trop inspiré par un projet ou par une demande. Globalement, sur nous deux, il y en a toujours un qui va trouver quelque chose pour lancer le projet et donner envie. Trop bien. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le fait de pas être seul, quoi, dans ces moments-là aussi, c'est mieux, je trouve que. Ouais, non, c'est clair. Surtout au début, dans les phases de recherche où tu sais pas trop, t'as une demande, tu sais pas trop où ça peut te mener, t'as un peu du mal à te projeter dedans. Ouais. Et puis là, t'as l'autre qui va dire ah mais non, mais si on pourrait peut-être essayer ça et ça commence une piste. Enfin ouais, vraiment pour le début, je pense que c'est un bon. Ouais, peut-être que vous avez des références un peu différentes parfois et du coup ça peut amener à quelque chose de bien à la fin pour mélanger tous vos styles, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que ça vous dit qu'on passe au double expresso? Pour vous expliquer, le double espresso, c'est je vais vous donner 2 choix et vous devrez en choisir qu'un. Donc c'est la première fois que je fais avec 2 personnes en même temps. Comment on fait du coup? On répond en même temps. Chacun. Vous répondez en même temps le premier. Non, ouais, chacun votre tour. Peut-être que on verra comment vous répondez. Mais ça va peut-être être le bordel, je sais pas. On verra. Donc du coup c'est parti pour le double expresso. Thé ou café? Café. Film ou série? Film. Motion ou design? Motion. Ça vient en même temps. 2D ou 3D? 2D. Solo ou en duo? Duo. Projet perso ou projet pro? Les deux. Projet perso pour amener des projets pro. Mac ou PC? PC pour le maintenant. boulot et Mac pour la détente. Mac avant, mais PC maintenant. Avec ou sans ref? Avec, plutôt avec. Couleur ou en noir et blanc? Couleur. Dynamique ou enivrant? Dynamique. Texture ou flat? Flat, je dirais. Texture. Avec ou sans plugin? Sans. Ah ouais, de moins en moins. Et enfin, Paris ou Marseille? Marseille. Marseille. Ok, très bien, c'est terminé. Ça a été. Ça va, c'est Ok, du coup, comme la dernière question, on va un peu parler de votre emménagement sur Marseille. Vous étiez à Paris au départ et puis vous avez choisi d'aller vers Marseille. C'est vrai qu'au départ, on se dit peut-être que c'est bien de commencer sur Paris parce que c'est là où il y a plein de projets de com, etc. Mais du coup, pourquoi ce choix? Ouais, en fait, du coup, donc on était à Paris, on a commencé ce projet à Paris et on a fait nos études à Paris, donc c'était naturel d'être à Paris pour faire ça. Ouais. Et après avoir pris un peu d'ampleur, on s'est dit, on a commencé à chercher un bureau. On a trouvé que c'était un peu cher à Paris de se trouver un bureau quand tu commences. Faut mettre beaucoup d'argent dans le lieu, alors que au début, t'en gagnes pas énormément. Et puis c'est un peu aussi un moment de notre vie où nos copines voulaient aussi un peu plus d'espace et travailler dans un meilleur environnement. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas Marseille. On a postulé pour avoir des locaux avec un organisme qui s'appelle Yes We Camp. Okay. C'est ceux qui font ou qui faisaient les grands voisins à Paris. C'est un incubateur. En fait, ils prennent des lieux qui sont un peu vacants pendant 1 ou 2 ans et ils les réhabilitent pour faire des ateliers, des logements sociaux. Du coup, il y avait ce truc-là à Marseille et on a postulé, on a été à Marseille. En fait, moi, j'étais déjà allé à Marseille juste l'été d'avant, 3-4 jours pour voir un peu. Ouais. On était en vacances avec mes copines. Ça, vous connaissiez pas du tout avant la ville ou c'est un petit peu? Moi, j'étais jamais venu à Marseille. Ouais, moi. Ok. Mais comme tout le monde, on en avait entendu parler et on voulait voir aussi ce que c'était. En fait, c'était trop bien. Ouais. Et du coup, on a été pris à ce truc. Et en fait, après, tout allait assez vite, parce qu'il fallait trouver un appart. C'était beaucoup plus facile de trouver à Marseille qu'à Paris. On a trouvé en même pas 1 semaine, nous. Ouais. Et après, eux, ils sont venus 1 mois et demi, 2 mois après. Ok. Et puis une fois qu'on y est, c'est trop dur de repartir en fait parce que. Une fois que t'as passé un été, je pense, parce qu'on arrive en plein hiver et c'était pas. C'est différent, quoi. Mieux arriver au printemps qu'en hiver. Ouais. Mais après, tu t'y fais. Et, c'est clair, avec la mer, tout ça à côté, c'est ouais, et en fait, quand on était à Paris, on s'est dit, mais on n'a pas besoin de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plein de clients autour, qu'il y ait une émulation, tout ça.
Et en fait, quand tu vis à Marseille, enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que le climat, le confort, c'était vachement important aussi Ouais. pour ta vie pro. Et du coup, ouais, je regrette pas du tout. Est-ce que ça a changé un peu quelque chose pour vous au niveau de vos clients, etc. ou Ouais, pas du tout? vraiment très peu parce Non. que la majorité de nos clients, on les voit pas en fait. Ouais. C'est que en ligne, c'est à l'étranger. Euh, du coup, la transition, elle s'est faite très facilement parce que on n'avait pas de rendez-vous à faire à Paris ou des choses comme ça. Et après, ça peut arriver qu'on ait quelques clients à Paris. Et assez rarement, on nous demande de nous déplacer pour voir des dispositifs ou des choses comme ça. Oui, ça, on en parlera peut-être après dans le projet, mais oui, Ouais. on était monté 2 ou 3 fois à Paris pour le Ouais, projet. quand ça reste occasionnel, ça va, quoi. Si vous deviez faire le déplacement tous les jours, je pense que Ouais, ça mais il y serait a un peu plus personne compliqué. qui demande ça. Puis je pense aussi depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui Ouais. travaillent depuis chez eux. Ouais. Et donc ça pose. On a plein de clients qui sont en agence à l'étranger et qui font tous les calls depuis chez eux aussi. Donc c'est vraiment pas. Non, il y a vraiment aucun problème là-dessus, quoi. Non. Ouais, mais je pense que c'est oui, depuis le Covid, parce que même nous, quand on était partis au début, on avait un peu l'idée de repasser à Paris tous les mois. Enfin, je sais pas Mm. pourquoi. Ouais, Enfin, après, Ouais, ça se faisait pas encore. on a tout plein d'amis là-bas encore. C'était aussi plus pour ça. Et aussi, je pense qu'il y avait un peu une petite nostalgie. Enfin, je sais pas, moi j'avais ça au début. ouais, on s'est dit c'est pas loin, on peut rentrer assez vite. Mais en fait, une fois qu'après tu restes à Marseille, tu te dis, mais pourquoi j'irai un week-end à Paris? Oui, c'est clair. Du coup, à part pour voir des amis, quoi. Et en fait, pour le boulot et tout, nous, ça changeait pas trop, mais ouais. Enfin, c'était un peu une période, pendant, je pense, la première année, tu te fais un peu à la ville de Marseille et tu essaies un peu de rester à Paris aussi. Puis après, au final, bah, tu restes. Enfin, Tu restes. ouais. C'est sûr que je pense que les week-ends sur Marseille, ça doit être pas mal, quoi. Plutôt que de retourner sur Paris. Oui, c'est plutôt les Parisiens qui viennent à Marseille maintenant. Ouais, c'est vos potes qui viennent, quoi. Ouais. Et puis je pense que vous avez la place pour les accueillir un petit Voilà, peu, c'est ça? Oh, bah, cool. Et puis, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et est-ce que, ouais, du coup, il n'y a pas de différence vraiment dans vos projets. Est-ce que ça a aussi changé un peu vos tarifs? Est-ce que quand vous êtes descendu sur Marseille, vous êtes mis un peu moins cher ou il n'y a eu aucune différence? Bah, pas vraiment parce que du coup, enfin, on n'a pas fait de projet à Marseille. Enfin, on a fait des projets, mais plus, c'est plus par des amis qui avaient besoin d'aide sur des trucs et on a aidé. Donc là, oui, enfin, même on n'a même pas demandé d'argent, c'était plus Ouais. aider. On n'a pas cherché de clients à Marseille. Donc, Oui. en fait, qu'on soit à Paris ou à Marseille, ça change rien. Ouais, ça revient même. Ce qui change, c'est la vie ici est moins chère. Donc, si tu gardes les mêmes tarifs donc tu es forcément gagnant aussi, vu que tu payes moins cher ton loyer. C'est clair. C'est plus comme ça que faut le voir. Et puis après, au niveau d'augmenter nos tarifs, c'est plus par rapport à l'expérience. Donc, c'est pas géographiquement, je pense. Ouais. Ouais, je sais que parfois, j'ai eu des clients. Bon, pas moi personnellement, c'était un pote qui m'avait dit que t'avais un client qui lui disait ouais, de baisser son tarif parce que de pas Ah, mettre un tarif de parisien, tu vois. Ah oui, Et je fais, d'accord. mais putain, Ouais. et il lui avait répondu, non, sauf que le problème, moi j'habite sur Paris, du coup, je suis mon tarif, quoi. Ouais, mais ça, c'est bizarre, du coup, parce que, ouais. Si Mais- t'es à distance, ça change Ouais. pas grand chose. C'est juste dire, t'habites pas à Paris, du coup, t'as pas le droit d'avoir, non, ça veut rien dire. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt en fonction du client, on peut peut-être demander un peu C'est moins. ça, ouais. Si lui, il a Oui, c'est plus ça. une petite structure ou qu'il vit. On va pas demander Ouais, je pense qu'on demande pas le même budget pour quelqu'un qui est à Marseille et quelqu'un qui est à New York, par exemple. Oui, c'est ça, oui, ça dépend de la structure aussi, si c'est un indépendant, si c'est une énorme boîte, etc. C'est sûr que les prix vont être un peu différents, quoi. Ouais. Mais je sais pas s'il y a encore ce truc oui, la Paris et la province, enfin, ça vient de là, ce truc, je pense, des tarifs. Bah, clairement, ouais. Mais je sais pas, moi pendant un moment, je regardais un peu les prix, tu vois, t'avais des maps un peu de prix, par exemple en Normandie, parce que moi je viens de Normandie, tu voyais que les prix étaient un peu moins chers qu'à Paris, Ouais. par exemple, Mhm. tu vois. Ouais. Oui, mais c'est par rapport aux clients de cette région, je pense. C'est pas par rapport. Peut-être, ouais, si tu travailles que localement, tu vas te rester sur ce tarif-là, ou je sais pas, écoute. Ouais. Ok. Et du coup, vous au début, vous avez beaucoup joué sur les réseaux sociaux. Et comment ça a réussi pour vous à vous attirer des clients Bah, je pense que le fait qu'on soit deux et que du coup on s'est un peu imposé un rythme. On voulait poster régulièrement des choses.
pour pouvoir, parce qu'au début on n'avait rien. Enfin, on a juste créé la page. Et on en avait préparé un peu, je pense, avant de poster. On avait déjà bossé pendant un mois, donc on en avait du coup on faisait des gifs de, je sais pas, 5-6 secondes. Ouais. Et on en avait peut-être 8 de près qu'on voulait poster chaque semaine. Et après, le but, c'était de continuer jusqu'à ce que ça monte et qu'on gagne un peu de visibilité. Et à cette période-là, on n'avait pas quitté nos boulots encore. Ouais. On faisait ça un peu sur le côté. Et c'est après, justement, quand on a vu que ça a commencé à marcher on a commencé surtout avec Dribbble. Ouais. On a vu que ça a commencé à marcher là-dessus et qu'on commençait à avoir un peu des demandes. C'est à partir de là qu'on s'est dit, on peut peut-être let's go, quoi. À fond là-dessus. Je crois qu'on a commencé en octobre 2017, je crois, et notre premier vraiment, après on a eu mais notre premier gros client, enfin le premier gros projet, c'était en janvier, par exemple, de l'année d'après. Ok, ça va, hein. C'est pas mal. Mais on sait pas comment ils nous ont trouvé, pourquoi, mais ils nous ont trouvé. Ouais. C'était qui ce projet-là? Et du coup, c'était Production Club. Ok. C'est une grosse boîte de production à Los Angeles qui s'occupe de. C'est quoi? C'est toute la scéno. En fait, ils font toute la scéno des gros concerts. Ok. Et nous, c'était pour 2 DJ, ça s'appelle The Chainsmokers. Je sais pas si tu connais. Ouais. Ok. Et du coup, nous, on devait faire le motion pour une chanson. Du coup, c'était un truc assez graphique, assez 2D. Donc, ils avaient un grand écran derrière eux et nous, c'était juste une chanson sur tout le show. Et voilà, c'était ça notre truc. C'était de faire pas mal comme premier projet en vrai. Ouais, c'est le premier gros projet. Ouais, ok. Ah, nice, stylé. Et eux, ça devait être par Dribbble, ouais. Je pense que c'était par Dribbble parce qu'on n'avait pas Instagram au début, je crois, on était que sur Dribbble. Ouais, mais en même temps, 2017, c'était vraiment l'explosion de Dribbble, tout ça. Instagram, on mettait un peu moins de choses, je pense, dessus. C'était plus de la photo, Instagram. Ok. Et vos projets perso, en fait, vous les prenez vraiment comme des challenges à chaque fois pour vous renouveler, c'est ça? Enfin, pour essayer d'aller plus loin dans ce que vous savez faire? Ouais, on essaye parce que souvent, on est pas mal pris par des boulots clients. Et souvent, on peut être un peu frustré de voir plein de choses ou avoir envie de tester des choses. Et puis, donc, on essaye de les pousser pour certains projets, mais parfois, c'est pas possible. Et ça nous permet, les projets perso, ça nous maintient en forme, on va dire, pour tester des nouvelles choses et des choses que les clients auraient un peu peur d'accepter, par exemple. Oui, c'est ça, ça permet de faire des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire et de dire aux clients, si, on a déjà fait ce projet-là comme ça. Ouais, et de progresser et de tester de nouvelles choses. Ouais. En fait, les projets perso, je pense, faut le voir. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire au début, c'est de faire des choses qu'on aime pour après qu'on te demande la même chose, mais pour un vrai projet. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça marche bien parce que du coup, tu t'y retrouves dans les deux. Après, là, en ce moment, on a des projets aussi qui sont bien, mais c'est un peu éloigné aussi de ce qu'on fait, par exemple, dans nos projets perso. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il faut toujours quand même revenir, je pense, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. C'est un équilibre à trouver entre projet perso pour avoir des nouveaux clients après, ou alors pour pouvoir s'investir plus sur un projet qui est plus esthétique et qui va rapporter de l'argent. Ouais. Et progressivement essayer d'avoir des demandes qui tournent autour de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, là, maintenant, vous arrivez à avoir vraiment cette part de clients qui vient pour ce que vous aimez faire ou... On en a une part, et, donc ça, c'est assez cool. Mais on a toujours aussi, comme beaucoup, je pense, des projets qui sont plus... qui sont moins intéressants. Ouais, mais bon. Alimentaires. Mais l'idée, c'est d'en avoir de moins en moins. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense qu'on est obligé d'avoir ce petit projet-là à côté aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est parfois assez intéressant. Même là, en ce moment, on bosse avec une agence qui est une équipe super intéressante. Le projet en lui-même, il pourrait être plus intéressant, mais c'est quand même assez passionnant. On découvre des nouvelles personnes, on bosse avec des gens super intéressants. Donc, il y a quand même quelque chose à prendre qui nous plaît bien, quoi. Oui, c'est ça. Puis même dans ce genre de projet, il y a toujours en fait, faut réussir à apprendre des choses. Parce qu'il y a After, c'est tellement grand qu'il y a plein d'effets, plein de techniques qu'on apprend aussi la même sur des choses où on n'est pas forcément habitué. Ouais, et même de bosser avec d'autres personnes, on voit eux comment ils font les projets et puis on apprend des
les petits détails, c'est assez cool. Ouais, c'est pas mal. Et puis même, parfois, tu as des clients qui viennent avec peut-être un graphisme, une charte graphique qui n'est pas du tout dans votre style ou dans notre style, et ça va nous permettre d'essayer d'approfondir ce truc-là. Complètement, de se pousser un peu, de se forcer un peu à essayer de nouvelles choses. Mais ouais, je pense qu'en fait, parce qu'en fait, on est motion designer, donc en fait, on sait animer. Ouais. Mais il y a aussi ce côté, oui, direction artistique. Enfin, les deux sont un peu liés, donc c'est sûr que nous, on aime. En fait, quand tu as de la direction artistique, tu mets beaucoup plus en danger. Ouais. On l'a fait de temps en temps. Mais après, tu as ce côté aussi animation où on t'appelle juste pour l'animation. Donc, c'est un peu de trouver la balance entre ces deux trucs-là aussi, je pense, entre faire des projets beaucoup plus créatifs où on donne plus de nous et faire des projets peut-être un peu plus techniques où on va te prendre parce que tu sais bien animer, que tu connais bien After et que tu as un bon rythme et que t'as... Ouais, et puis pour notre style d'animation aussi. Ouais. Pour une manière d'animer. Ouais, bah ça c'est quand même assez créatif d'animer, pas des moments. Oui, bah oui. De trouver les bonnes transitions, le bon rythme, etc. Ouais, quoi. c'est vrai. Et vous avez vos projets, c'est plus souvent vous avez tout en même temps, enfin tout le global, genre le design et l'animation. C'est un peu juste l'animation parfois ou des trucs comme ça. C'est plus souvent surtout l'animation. Ouais. Ouais, ça dépend, mais souvent on peut arriver, le client va arriver avec une DA, avec quelques écrans et il veut mettre ça en vie. Et puis après nous on va créer d'autres écrans, d'autres style frame de transition, des choses comme ça, pour enrichir ce langage. Mais nous on bosse surtout sur la DA motion. Okay. Ouais, par exemple, si on prend les projets qu'on fait avec Midi 15, bon, tu pourras en montrer certains. Et du coup, en fait, à la base, eux, ils nous donnent juste quelques écrans. Des fois, enfin, même, je me rappelle, dans le passé, il y a peut-être juste 3-4 écrans. Et après, on arrive à faire 30 secondes avec ça et créer des nouveaux trucs. Et c'est aussi comme ça, en fait, s'il y a une DA en fait, c'est une DA qui est pas forcément figée, qui nous laisse place, nous, pour interpréter. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est de pouvoir interpréter, de voir les transitions. Ouais. Et il suffit qu'il y ait juste quelques compos typos, quelques formes, peut-être une forme de masque un peu spéciale qu'on peut après nous étirer en animation. Ouais, ils arrivent avec une base et puis après ils vous laissent libre sur le reste, quoi. Ouais. Mais après, on a fait des projets aussi où on était en DA à la base. Enfin, il y a un projet qu'on avait fait pour une boîte qui s'appelle Userwise. Où là, du coup, on s'est un peu plus mis en danger, où c'était vraiment, on a tout créé de A à Z, quoi. Donc voilà, c'est bien de faire les deux, je pense. Ouais, d'équilibrer un petit peu. Puis même, ça vous change, vous, dans la vie de tous les jours. Parfois, c'est bien d'avoir juste de l'anime. Et, c'est ça, oui, carrément. Et parfois, c'est un peu plus challengeant d'avoir la DA, quoi. Du coup, pour vous, les projets perso, c'est vraiment un game changer dans peut-être une carrière ou dans un book, etc. Ouais, je pense que c'est super important parce que si tu peux vite te faire enfermer à bosser juste pour toujours les mêmes agences, des projets qui finalement à la base t'intéressaient pas trop. Ça peut aller trop vite. La facilité peut venir trop facilement. Donc c'est important de se pousser un peu de temps en temps pour faire de nouvelles choses, les montrer aux gens. Ouais. Et oui, surtout les partager, quoi. Ouais, c'est important ça. Parce que parfois on a peur de venir le mettre sur les réseaux, de voir ce que les gens vont penser de on n'est pas. J'avoue qu'on n'est pas hyper à l'aise avec ça non plus. On n'est pas encore hyper rodé là-dessus, mais on s'est quand même rendu compte que quand on réfléchissait moins et qu'on postait un peu plus comme ça nous venait, c'était beaucoup plus gratifiant après et que c'était beaucoup plus utile. Ouais. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de poster différentes étapes de boulot. C'est comme ça que maintenant, qu'on trouve du boulot aussi. Enfin, je pense que tout le monde, pour se faire repérer, c'est sur Instagram. Ouais, Instagram, LinkedIn. Je sais pas si vous postez aussi là-dessus, mais c'est vraiment des plateformes. On n'utilise pas encore ça, mais ouais. On verra. T'es pas la première personne qui nous en parle depuis quelques temps là. Bah en vrai, comme Instagram, ça a un peu changé les méthodes de publication, etc. LinkedIn, vraiment pour trouver des clients, en tout cas de mon côté. Ouais, parce que pour nous, LinkedIn, c'était plutôt réseau pro. Ouais, c'est pro, mais du coup, il favorise aussi pas mal la vidéo maintenant. Donc, donc c'est pas mal. Bah pourquoi pas, on va regarder ça. Ok. On va parler d'un de vos projets du coup. Quand on avait parlé un peu avant le podcast, vous m'aviez parlé du projet des évolutions industrielles.
Ouais. avec des formats un peu spéciaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Ouais. présenter le projet? Du coup, Évolution industrielle, c'est une exposition qui est en ce moment à la Cité des Sciences jusqu'en mars ou en mai, Jusqu'en mars, qui a été inaugurée en juin. Et du coup, nous, on a une pièce, enfin, c'est une pièce vidéo dans cette expo qui s'appelle, c'est le lever de rideau. C'est la dernière salle, en gros, avant de sortir. Et c'est un écran de 28 mètres sur 2 mètres 20. Pas mal. En 3 parties. Du coup, à 270 degrés. Et du coup, c'est une animation qui dure à peu près 10 minutes. Ok. Enfin, c'est un peu une animation un peu immersive, puisqu'on est on rentre dans la salle, on rentre dans ce grand écran. Et du coup, c'est pour parler. Du coup, c'est en 3 parties. Il y a d'abord les câbles sous-marins, ensuite il y a les satellites, et ensuite il y a les data centers. Et donc voilà, en fait, nous à la base, du coup c'est Bernard Bréchet. Donc moi je travaillais chez Gédéon, du coup c'était le président de Gédéon à l'époque. Maintenant il est plus, mais il a sa propre boîte. Et je travaille toujours un peu avec lui et j'essaie de mettre aussi Lucas sur les projets. Et là, comme c'était un gros projet, on l'a fait à 2. Et donc lui, il était en directeur de création sur ce projet-là et il cherchait des animateurs. Du coup, il nous a proposé le projet. Et c'est un projet qui a duré, je pense, 1 an. Ah ouais. Ouais, en fait, on l'a commencé, ça devait sortir 1 an avant. Ah oui, parce qu'il y avait le Et Covid. à cause du Covid, ça a été reporté d'1 an. Ouais. Donc, je pense, ça fait même, enfin, on a bossé dessus pendant 1 an, mais ça a bien duré 2 ans en tout, je pense. Oui, Ah ouais. Mais, ça va d'un projet pendant 1 an? Après, c'est pas en full time. Ouais, En fait, il y avait des périodes où on bossait pendant peut-être 1 ou 2 mois. Ok. Puis après, même sur la fin, il y avait toujours des petits retours. Donc en fait, c'est vrai que c'est dur de planifier dans ce genre de cas parce que tu dois forcément te garder 1 ou 2 jours par semaine pour faire les modifs. Ouais. Puis en plus, à ce stade-là, les modifs, c'était refaire un export 15 000 par je sais pas combien. Du coup, ça prenait toute la nuit. Enfin bref. Ok, nice. Tu dois t'organiser. Enfin, on avait plus de place sur nos disques durs. Et on était content le jour où c'était fini. c'était vraiment rendu. Mais après, on a appris vraiment beaucoup sur ce projet parce que oui, travailler sur des très gros formats comme ça, c'est un très gros format. En plus, 10 minutes, c'est pas non plus tous les jours. Des vidéos de 10 minutes. Ouais. Puis il y avait des particules, il y a plein d'effets. Enfin, Ouais, là, on s'est vraiment rendu. En fait, on a pu aller voir de temps en temps ce que ça donnait, mais ils n'avaient pas le dispositif final. Donc, en fait, on allait tester au planétarium de la Cité des Sciences, donc qui est 2 fois plus grand que nous, l'écran sur lequel on devait travailler. Mais c'était pour se rendre compte du côté circulaire de l'écran. Ouais. Mais parce que nous, la plupart du temps, on bossait sur nos écrans et comme disait Stéphane, la résolution, c'était quelque chose comme 15 000 par 700, un truc comme ça. Du coup, c'est hyper fin. Et sur ton écran, tu vois jamais la totalité ou alors c'est trop petit. Et c'est très dur de se rendre compte du mouvement des animations. Même de la taille des textes, par exemple, par rapport à un humain. Enfin, donc c'est hyper important de tester parce que quelque chose que nous, on va faire bouger de gauche à droite sur notre écran, qui va passer en 2 secondes, par exemple, on se dit, bah, ça va. Mais sauf que quand tu es sur place et que du coup, ta forme, elle parcourt 20 mètres en 2 secondes, tu te chopes un sacré torticolis à chaque fois. C'est hyper important de mesurer, de faire une animation différente, plus lente, plus réfléchie, aussi plus évidente, parce qu'en fait, quand tu es devant l'écran, tu regardes pas forcément là où quelque chose se passe. Donc c'est là que ça devient important de faire des focus pour amener le regard vers un endroit et après commencer ton animation. Enfin, c'est des dynamiques complètement différentes que sur un format HD, quoi. Ouais. Et surtout pour vous, c'était pas un challenge parce que moi, quand je vois vos productions, c'était plutôt quelque chose d'assez dynamique. Oui. De faire quelque chose d'un peu plus lent, d'un peu plus ordinaire. Ouais, mais c'est ça, c'est justement en voyant sur écran beaucoup plus gros qu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on calme. Ouais. Parce qu'il y a des même choses au niveau des flashs ou des. Ouais. Mais après, on avait quand même, il y avait quand même des transitions entre les parties. On a pu faire des particules, on a pu faire des trucs un peu, mais ça restait un peu plus lent quand même.
Mais tu peux pas faire un flash de deux images. Enfin, toute la salle en fait elle devient blanche et après. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est compliqué pour les gens Ouais. à Donc, l'intérieur. mais non, mais après c'était intéressant aussi de. Enfin, on a trouvé notre compte parce qu'on a pu faire des trucs assez. Enfin, il y a des trucs qu'on est assez fiers. Ouais, c'est pas mal parce que c'était très grand et ça durait 10 minutes, donc c'est assez long, mais finalement, on pouvait découper en pas mal de parties et il y a des éléments à des endroits où on s'est éclaté sur un petit bout d'anime et qui était intégré dans un beaucoup plus grand écran, donc il y a plein de niveaux de travail qui étaient assez intéressants. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on prépare ce genre de projet? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence par rapport à une vidéo qu'on peut faire, je sais pas, en normal, en 1920, en pur HD, quoi, par rapport à un... Ouais, la différence c'est que ça correspond à 3 ou 4 écrans HD, donc si tu Ouais. fais ouais. Après, ouais, on a été bien aidé par du coup Bernard qui lui a fait un peu un premier. Enfin, il a fait les planches à peu près toutes les parties. Ok. Il a placé les images. Après, on a rechangé aussi pas mal de trucs après. On avait déjà une base quand même sur certains sujets. Du coup, mais c'est vrai que c'était dur de se lancer. En fait, il y avait quand même des parties qui se ressemblaient parce qu'il y avait une fresque dans chaque partie. Du coup, ça, il y avait des codes qu'on pouvait reprendre pour chaque truc. Mais après, il y avait les autres parties étaient un peu différentes. Par exemple, il y en a où on commençait par une énorme map, un dézoom. En fait, ça mélangeait pas mal de choses parce que ça mélangeait la typo, des formes, des transitions, des grosses maps. Euh, il y avait aussi plein de vidéos shutter, il y avait plein de photos parce qu'on a bossé aussi avec une documentaliste. Ok. Enfin, il y avait tout plein de sources qu'il fallait fallait mettre ensemble, quoi. Donc, en vrai, chaque partie était un peu différente. Et là, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on a un peu regardé les parties, on s'est dit, bon, moi, je fais celle-là. Moi, je préfère aller faire celle-là parce qu'il y a un peu plus de trucs comme ça. Donc, en fait, on s'est un peu séparé les trucs après aussi. Ouais. Mais, ouais, je sais pas s'il y a une méthode, en fait, faut juste prendre au cas par cas, puis après essayer de mettre tout ensemble, quoi. Ouais. Et là, il y avait aussi une contrainte intéressante qui était que une vidéo pour un musée, la Cité des Sciences. Donc, il fallait être juste. Il fallait pas enfin, il fallait vraiment être cohérent. Donc, vérifier avec des scientifiques si, je sais pas, parfois, par exemple, on a dû redessiner des satellites ou animer des choses. Et il fallait que ce soit vrai. Il fallait pas que ce soit juste beau. Ça marchait pas. Il y avait tout plein de validation légales et tout Du coup, ça. on apprenait des choses aussi. On a appris plein de trucs. Et puis c'était un sujet super intéressant en fait, c'était rendre visible ce qui ne l'est pas en fait. Mais je sais pas si Tout ce qui est lié à Internet. ouais, tout ce qui est lié à Internet. Enfin, c'est des sujets qui nous dépassent en fait, parce que c'est des énormes données. Et du coup, c'était un peu comment montrer un câble sous-marin. Comment on a Internet en fait, c'est par un câble sous-marin qui est énorme, qui est fait qui est amené dans l'eau par des énormes machines, qui racle le sol de l'océan et qui fait tel problème. Mais en fait, c'était pas non plus un truc pour dire que c'est négatif, mais pour montrer l'état des choses actuelles, quoi. Ouais, pour s'en rendre compte, quoi, pour C'est que ça. les gens aient au moins conscience de ce qui se passe. C'est ça. Mais ouais, bah, je pense que c'est intéressant. Enfin, ça vaut le coup d'aller le voir ouais, pour se rendre compte un peu de l'immensité du problème Qu'on fait actuellement. Bah ouais. Ouais. Du coup, vous me dites que vous avez pas mal appris avec ce projet-là. C'est quoi un peu les choses vraiment à savoir, à prendre en compte ou tout au contraire les erreurs que vous avez pu faire et qui seraient pas, que maintenant vous ferez plus? Bah déjà, les erreurs à pas commettre, c'est penser que ce que tu vois sur ton écran, c'est ce que tu vas voir en vrai. Ouais. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment pouvoir essayer. Bon, la plupart du temps, quand c'est des projets clients et qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est un peu dur de faire ça, mais c'est très important de pousser ça pour au moins voir une fois un rendu ce que ça donne. Je sais pas. Après, bah, en fait, plus c'est grand, plus c'est lent, je pense. Ouais. Il faut que ça Ouais. soit lent, quoi. Ouais, faut laisser le temps au spectateur d'avoir les données qui arrivent à lui, quoi. Et même, ouais, faut peut-être pas se dire, faut à tout prix que j'anime ça, en fait. Ou Ouais. faut à tout prix que je fasse une transition un peu spéciale. Non, ça peut juste être un fail. Ouais. En fait, ça passe mieux qu'un truc un peu plus complexe. Puis c'est pas quelqu'un qui est devant son ordinateur, donc c'est pas quelqu'un qui va mettre pause, revenir en arrière ou des choses comme ça. C'est plus une impression globale.
quand tu regardes cet écran, il est tellement grand, de toute façon, tu peux pas regarder partout en même temps. Ouais. Du coup, c'est OK s'il y a des endroits où c'est juste des zones où il y a une très légère animation qui sert juste d'ambiance pour garder le focus sur une partie. Donc tu vois pas tout l'écran en même temps, donc c'est ça qui est vraiment différent. Est-ce qu'à un moment, vous avez ajouté un petit easter egg dans la vidéo, là où personne ne regarde? On n'a pas eu le temps, je crois. Vraiment. Et puis c'était quand même assez strict sur les vérifications et tout. Donc, vous pouviez vraiment pas mettre un petit truc et caché, puis, quoi. ça prenait vraiment longtemps de faire le rendu à chaque fois. Après, il y a peut-être des petits trucs cachés que seuls nous on sait et qu'on a laissé, mais c'était pas voulu en tout cas. C'était plus. Ah, ok. C'était plus difficulté. Enfin, après, compliqué de les enlever ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais une question. After, ça allait pour tenir un projet comme ça? Ouais, ça va. En fait, la plupart du temps, on bossait en demi-résolution. Oui, on a commencé en demi-résolution. Et en 30 FPS, parce que le final, en fait, était en 60 FPS aussi. Et on bossait surtout par partie. On avait un projet par partie. Ok. Et en fait, après, on faisait des pré-rendus. Donc, on mettait après dans un autre. Enfin, on avait toute une. Il y avait toute une méthode à la fin pour faire les exports. Mais c'est pour ça que dès qu'il y avait un changement, on savait quel truc on devait changer dans tel truc. Enfin, c'était assez énorme, mais on faisait des pré-rendus de chaque partie. Ouais. Des pré-rendus, des transitions. Enfin, il fallait après comment réfléchir. Il fallait réfléchir à comment se simplifier la vie. Nous aussi, s'il y a une modif à faire, il y en avait tout le temps. Donc, ouais. C'était un puzzle, quoi, le truc. Ouais, c'était un puzzle à la fin. Mais After, il tient. Ok. Ouais, parce que je me dis, quand vous m'avez dit le format, je me suis dit, putain, il a pas craché After, tout ça, c'est quoi ce bordel? Si, de temps en temps, mais ouais, mais ça allait. Ça allait au final, ok. Puis il y avait les nuits pour faire les rendus, quoi. Ouais. Après, moi, j'avais une question, c'était quoi la plus grosse difficulté? Et peut-être que on a un peu parlé de ça. Sur ce projet-là? Ouais. Ouais, c'est les temps de rendu, je pense. C'est la taille d'écran aussi, je pense, si on avait un écran énorme. En fait, on pouvait même pas, il nous aurait fallu, je sais pas, peut-être 4 écrans 4K pour avoir une espèce de meilleure vision du truc. Mais on voyait jamais, en fait, dans son entièreté, le projet. Ou alors c'était petit, et ça servait à rien. Ok. Est-ce que vous aviez un truc à rajouter sur ce projet-là? Non, mais en tout cas, allez voir l'expo. Ouais. Il y a plein d'autres dispositifs aussi dans l'expo. Ah, c'est cool. Ouais. Ok. Et vous avez pas pu y aller, vous m'avez dit encore? Si, finalement, j'ai pu y aller le week-end dernier. Ah, ok, trop bien. En fait, je pense qu'on n'y est pas allé tout de suite parce que déjà, on devait aller à l'inauguration et elle a été annulée. Ouais. Et après, je pense que, comme on t'a dit, comme on bossait depuis 1 an ou 2 dessus, je pense qu'on a apprécié aussi prendre un peu de recul avant de retourner le voir. Et là, en fait, on l'apprécie beaucoup plus avec du recul. On n'est pas là à regarder tous les défauts, tout ce qu'on aurait dû rendre différemment. Ça va, t'as pris ça comme un nouveau spectateur, d'un nouvel œil? Ouais, c'est ça. C'est ça? Complètement. Enfin, presque. Presque. Ok. Du coup, on va un peu continuer avec ces projets-là, des formats un peu spéciaux, parce que vous en avez fait pas mal, vous m'avez dit, notamment avec Adidas, Nike, etc. Est-ce qu'il y a un projet dont vous voulez peut-être plus parler? Vous m'aviez parlé d'Adidas, peut-être? Ouais, ça, c'est un projet qui revient souvent parce que c'est un de nos premiers projets de ce type-là. Ouais. Et qu'on a vraiment beaucoup. C'était assez complet, ouais. C'était en 2018, je crois. Ouais. Et on aime bien bosser aussi justement autour du sport et parce que ça nous permet de faire de l'anime assez dynamique. Ouais. Et là, le projet, en fait, c'était un tournoi organisé par Adidas, un tournoi de street foot, où le terrain de foot, c'était un écran, en fait. C'était des dalles. C'était des dalles de LED. Et nous, là-dessus, on a dû faire du coup la DA du terrain, finalement, parce qu'il y avait toujours une animation sur le terrain. Et prévoir des animations s'il y a un but, s'il y a un petit pont, s'il y a des choses comme ça. Et puis il y avait aussi des trucs où entre les matchs il y avait un peu des stars qui venaient. Enfin et donc il y avait à chaque fois pour chaque partie le terrain aussi s'allumait d'une autre manière. Okay. Puis il y avait des écrans autour aussi. Enfin il y avait plein de contenu sur plein d'écrans à faire. Et c'était un projet qui était au final on n'a pas encore refait de projet aussi. Celui-là c'était le plus fou. Parce que c'était. C'est vrai. Puis après, il y avait le côté live aussi, où il y avait du public et des gens qui jouaient au foot du coup sur le terrain, et on était là, donc c'était assez.
C'était cool. Vous avez eu des petites places, vous avez pu inviter des potes aussi là-bas, tout ça. Un petit peu, il n'y avait pas beaucoup de place pour les potes. Mais ouais, c'était bien. Du coup, vous me disiez que là, pareil, vous vous étiez rendu compte qu'il y avait des petites... par exemple, quand vous marquez un but, il reprenait peut-être un peu trop vite. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu crées le truc, du coup, nous, on avait fait des... Et encore, là, on pouvait être vraiment très dynamique parce que c'était du sport. Et... Ouais. Donc, je sais pas, le but, l'animation, elle durait peut-être 3 secondes. Mais sauf que comme c'était un tournoi où, du coup, il y avait plein d'équipes et à la fin, il y avait en fait, pendant la journée, il y avait les qualifications un peu. Enfin, si, je crois que c'était pendant la journée, il y avait les qualifications et le soir, c'était là qu'il y avait l'événement Adidas où il y avait la finale. Donc, ils voulaient tous aller en finale et donc, en fait, je sais pas, les matchs, ils duraient genre 4 minutes. Donc, dès qu'il y avait un but, ils reprenaient la balle et ils allaient au centre. Ils enchaînaient, quoi. Sauf que nous, notre animation, elle était pas encore finie. Ouais. Donc, en fait, mais je pense sur de petits ponts, on l'a jamais. Oui, par exemple, c'est ça. Il y a une animation qui a un petit pont, mais c'est qu'en fait, de toute façon, t'étais dans le noir. Ouais. Et en fait, il y a tellement de trucs que je sais pas si, enfin, il y a des gens sur l'écran. Enfin, voilà, c'est vraiment. Mais encore une fois, c'est là que c'est important de pouvoir tester avant. Mais encore une fois aussi, la plupart du temps, on n'a pas le temps. On veut faire plein de choses. Et là, surtout qu'on avait pu tester avant. On avait pu tester avant un peu la veille, quoi. Ouais, mais oui, enfin, la veille, donc on n'allait pas refaire les animes, puis on n'avait pas vu des gens avec un vrai terrain, enfin, pendant un match, quoi. Ouais. Donc, mais bon, au final, le rendu est super, parce que c'est quelque chose que t'as pas l'habitude au final, c'était pas très grave, je crois. Parce que, et puis aussi, je pense que on n'aurait pas pu faire autrement. Parce que, il y avait des demandes aussi pour toutes ces actions. C'est le client qui voulait une animation petit pont. On ne va pas juste faire enfin, ça aurait pu peut-être durer 1 seconde de moins, mais au final, de toutes les animes qu'on a fait, c'était assez complet. Bon, on pourra te montrer, des exemples. Et à la fin, il y avait un concert aussi où ah oui, on a fait un DJ set où aussi pareil, le sol servait pour faire du VJing, quoi. Donc, vous avez vraiment fait le truc complet du coup à la fin. Vous aviez animé le sol pour le concert. On a un peu repris tous les trucs qu'on avait fait. On a à peu près, enfin après on a refait des transitions, on a un peu testé. C'était marrant. Enfin c'était très complet comme projet. Ouais. Et du coup l'animation du petit pot elle est sortie pendant le concert ou pas? Je sais même pas. C'est possible. En plus il y avait du sound design sur certaines animes. C'était trop. Mais ça rendait bien. Quand c'était bien dedans avec un œil extérieur, ça en jetait, quoi. Ouais, parce qu'on a demandé à nos potes qui étaient là et eux ils se rendaient pas compte enfin il y a que nous en fait. Ouais, pour eux ça a bien marché. Ouais. Donc, oui, je pense que quand c'est ton projet, etc., toi, t'es tout le temps en mode, tu regardes tous les petits détails, alors que un spectateur plus ou moins lambda. Ouais. Et c'est ça, il faut le prendre en compte aussi quand t'animes. C'est vraiment le ressenti qui est le plus important. Si tu bosses des détails, c'est pour qu'ils servent au général. Ouais. Ouais, c'est ça, ou même parfois vous faire kiffer juste. Après, vous dites à vos potes, mais si, mais là j'ai mis particulier, tout ça. Mais c'est surtout après, nous, quand on montre le projet, du coup, on peut montrer toutes ces animes et tous ces trucs. Ah ouais, pour même le petit case sur votre site, il est vraiment bien sur ce projet-là. Tu vois, toutes les phases que vous avez pu animer, c'est vraiment top. Et du coup, vous n'avez pas fait de petits matchs dessus, je crois, c'est ça? Non, on n'a pas pu. Non, mais on avait la salle pour nous la veille, du coup, dans le noir, où on a pu tester. C'était assez impressionnant. Ouais. Ils ont monté le terrain la veille pour le lendemain. C'était un peu... Et c'était où? C'était à Paris, du coup? C'était à Marseille? C'était à la gare républicaine à Paris. Ouais, c'était ils avaient monté un chapiteau. Et du coup, c'était avec Ludovic Clamence. Ouais. Qu'on avait bossé. Du coup, il était en tant que producteur. Ouais. Et vous en avez refait un peu des terrains animés comme ça? Non. Terrain de foot, non. On aimerait bien, mais... Bah, ça arrivera. Est-ce qu'il y a un autre petit projet, genre Intersect vous m'avez parlé aussi un peu du festival Intersect. Est-ce que vous pouvez un peu l'évoquer? Ça, pour le coup, ça peut faire écho avec c'est du coup notre premier client, comme on disait tout à l'heure, Production Club. Ouais. Et c'est eux qui nous ont rappelé, c'était en 2019 Intersect, du coup c'est 2 ans après pour ce projet-là. Et du coup c'était un festival qui, en fait, ils bossent avec AWS et ils leur ont donné en charge de créer un festival pour AWS. Et donc eux, comme ils font toute la scéno et tout, ils ont fait aussi l'organisation, la com. Enfin, en gros, ils organisaient tout le truc. Et du coup, nous, on a fait toute la partie motion, que ça soit de la pub sur les réseaux sociaux, de la communication dans le festival,
de la communication à Times Square sur des écrans chelous. sur les buildings et tout ça. Donc en fait, nous on était en charge de vraiment de l'animation et pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, ils nous filaient des. En fait là, pour le coup, on a bossé tout un été là-dessus. Et en vrai, chaque jour, on avait une tâche et c'était très bien organisé où il y avait des retours. En fait, ça durait 2-3 jours sur un format, puis on passait à un autre format, puis on passait à un autre format. Voilà, on avait plein de formats, comme il dit. Des fois, on bossait sur du format carré pour Instagram, où là, on pouvait faire tu peux faire beaucoup de choses sur ton petit écran, parce que les gens sont sur leur téléphone, donc tu vois tout l'écran en même temps. Et à la fin, on bossait sur un écran énorme je sais pas, monolithe, 15 mètres de haut. Ok. Et où là, c'était au milieu du site du festival. Et c'était très visuel, donc il y avait le logo, il y avait des formes un peu abstraites, il y avait des animes comme ça. Donc c'est vraiment deux types d'animations complètement différentes, mais avec la même DA au final. Ouais. Et puis la DA était super animée aussi, l'identité qu'ils avaient fait. Et donc ouais, non, c'était. Je pense là aussi c'est notre deuxième projet peut-être le plus complet avec. Peut-être c'est notre projet d'identité visuelle animée le plus complet en tout cas où vraiment on a touché à tous les formats, à tous les contenus. Il y avait de la vidéo, de la typo, des logos, de la photo. Ouais. Et puis c'est pas juste de la déclinaison. S'il y a un écran, si vous faites un écran carré pour les réseaux sociaux et un autre écran de 15 mètres, je pense que c'est totalement différent. Ah oui, ça n'avait rien à voir. C'est pas le même sujet. Ouais. Mais ouais, l'identité était très riche. Et puis en fait, on a par nos animations aussi, ils avaient pas encore fait toutes les DA, tous les modules. Ouais. Et en fait, par les animations, en fait, c'était un ping-pong entre eux qui faisaient aussi la DA et nous qui animons. Et en fait, on se rejoignait et en fait, on a donné des idées, ils nous ont donné des idées, puis on réfléchissait un peu ensemble. Et comme on était tous les jours en call, on avait toujours des points tous les jours. Donc en fait, en 1 mois, on a fait en 2 mois, on a fait énormément de trucs. Ok, ah ouais, c'était 2 mois de rush dessus, quoi, plus ou moins. Ouais, là, on était vraiment full pendant 2 mois. Ouais. C'était bien. Mais du coup, cette agence, c'est une agence qui nous a demandé pas mal de fois aussi de bosser sur la DA motion. Ok. De trouver des principes d'animation pour. C'était un peu le cas aussi pour ça. En gros, nous, on fait de la recherche d'animation, de dynamisme, de comment ça bouge, les typos, qu'est-ce qu'elles font, les couleurs, comment elles interagissent. Et après, ils se servent de ça pour décliner toute une communication motion. Qu'on avait bossé sur des conférences avec eux, où nous, on faisait vraiment de la recherche. Ils avaient une DA fixe, avec des formes, des couleurs, des choses comme ça. Et ils nous demandaient de voir comment donner vie à cette DA et comment après ils allaient le réutiliser pour la signalétique, pour les écrans derrière les conférences, des choses comme ça. Ah, trop bien. Du coup, maintenant, peut-être que ça se développe de plus en plus aussi, la charte motion. Voilà, c'est de l'identité motion, on appelle un peu ça. Ou de la direction motion, je ne sais pas comment dire. Ouais. Et vous en avez fait pas mal des petits projets comme ça, du coup, avec eux? On en a, mais c'était pour des conférences pareil Covid qui sont pas sorties. Ah mince. Ouais. Mais on peut peut-être se montrer on verra. On voit si on peut. Parce qu'il y en a une ou deux qui sont passées quand même, mais après le gros du travail. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Enfin, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais comment ça se passe au niveau même, c'est pas de prévoir des chartes comme ça. Vous avez un cahier des charges, genre il faut que la typo bouge, le logo soit animé, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit au départ? Ça, non, je pense que là, c'était plus des trucs quand même plutôt abstraits. Ouais, ils ont quand même déjà, eux, vraiment plein d'éléments graphiques. Et on discute avec eux de comment vous voulez que ça sorte, quoi. Est-ce que ça doit être à fond? Est-ce que ça doit être plutôt lent? Et après, c'est de la recherche et c'est vachement intéressant quand même. En fait, je pense que c'est aussi un truc, si on revient sur Intersect, où nous, en fait, on n'a pas fait de charte après Motion parce que c'était un projet qui a duré, c'était un one shot, quoi. Ouais. Mais si par exemple il y avait une deuxième édition, on aurait pu aussi regarder comment on a animé, les easing, le temps de trucs et de faire une charte Motion. Ouais. Je sais que ça se fait parce que on a déjà vu ça sur d'autres projets où on arrive et il y a un peu déjà une charte Motion qu'on respecte pas forcément parce que c'est un peu abstrait aussi de voir des courbes mais parfois ça se prête peut-être pas à la vidéo, etc. Mais de comprendre déjà les intentions, et je sais que ça se fait de plus en plus, en tout cas, d'écrire ou d'avoir un fichier pour les motions qui arrivent sur le projet et qui savent pas forcément comment il est animé, d'avoir même des indications très techniques sur les amortis in, out, tant de %. Ah ouais. Tout ça, donc
Pour avoir la cohérence, disons. Oui, de toute la charte, etc. Oui, mais sur un même projet, peut-être. Ouais, je sais pas, j'ai jamais eu ça. Bah ouais, nous par exemple, comme on bosse très souvent sur les mêmes projets et sur des parties différentes, on se met un peu d'accord après avoir fait nos recherches Oui. sur les amortis, sur les durées des animations, sur des choses comme ça pour que ça soit cohérent après. Parce que sinon tu passes d'une scène à l'autre et il y a une une scène qui est beaucoup plus rapide. Enfin, Oui. il faut pouvoir pas se sentir qu'il y a deux personnes qui ont bossé, que c'est un seul et même truc, quoi. Ouais. Mais ça Ah passe non, aussi par ça, ouais. Ah non, c'est bon, tous les deux, vous avez l'habitude, vous connaissez par cœur, vous savez. Vous savez quand ça se passe. Ok. Et même pour rassembler vos fichiers, vous faites comment si vous passez par Premiere aussi, enfin vous avez un fichier à part que vous montez, Non, etc. en général, on bosse chacun sur une partie et après on a un fichier master mais que dans After. En Ok. fait, on est un peu, on est un peu en besoin d'une version collaborative de After. Ça serait vraiment top. Et vous avez testé projet d'équipe? Ouais, on a testé, mais ça se met pas à jour bien. C'est pas, je sais pas, c'est pas encore à fond. Mais on va creuser un peu parce que je pense qu'il y a des choses pas mal. En fait, on aimerait bien un truc où on peut se partager des précompositions. Ouais. Dans une librairie là, mais ça y est toujours pas ça. Et ça serait parfait. Par exemple, quelqu'un anime le logo et t'es pas obligé de. Enfin, il y a une précomposition logo master que tu utilises dans les deux projets. Si tu la changes, elle change dans les deux projets. Ça serait top. Ouais, c'est ça. Ouais, bah non, faut faut nous plus. Écouter à une solution pour ça. Ah ouais, si j'avais un mec d'Adobe qui est là. Yes. Mais ouais, ou sinon, ce serait passer, faire le rendu, le mettre dans la bibliothèque, le cloud. Et après, et du coup, bosser avec des pré-rendus, c'est ça. On pourrait faire ça, mais c'est pas toujours faisable. Oui, c'est clair, surtout si vous avez des modifs, etc. Ça peut vite devenir lourd. Les pré-rendus, c'est surtout le dernier jour, en fait. Ouais, c'est ça. En général, ce qu'on fait, on bosse chacun sur notre partie. Et il y a un fichier master qu'on remet à jour quand on fait un gros rendu, on fait un rendu complet. Mais ouais. Et après, à la fin, quand il y a des retours, ça finit tout dans le projet master. Ok, ça marche. Du coup, comment vous avez réussi à avoir des projets avec pour faire des concerts, pour faire l'exposition, pour faire le terrain Adidas? C'est comment vous réussissez à trouver ou comment les gens réussissent à vous trouver? Après, comme on disait au début, c'était par les réseaux sociaux, mais après, c'est surtout par le bouche à oreille aussi, je pense, parce que par exemple, pour le projet Adidas, on avait un pote qui bossait dans la boîte du coup de prod et qui nous a recommandé. Là, par exemple, pour le projet de la Cité des Sciences, c'est une ancienne connaissance aussi avec qui moi je bossais. Enfin, il y a toujours. En fait, c'est ça qu'on se disait aussi, c'est que si tu travailles bien avec une personne, après, elle va te recommander à d'autres gens. Oui, c'est ça. Et pareil pour, par exemple, Production Club, on avait fait du coup Intersect. Et en fait, après, tous ceux qui étaient dans cette boîte, ils sont un peu partis dans d'autres boîtes. Ouais. Et du coup, ils nous ont un peu rappelé sur leur nouveau projet aussi. Donc, il y a un peu un truc. En vrai, c'est par les réseaux sociaux, mais je pense que c'est surtout par le fait que les gens changent d'agence, parlent à d'autres gens, à d'autres professionnels. Le premier contact vient de Instagram ou Dribbble, mais après, si ça se passe bien. C'est ça. On a toujours un peu une boîte avec qui on a bossé par exemple il y a un an. Ouais. Un an après, t'as pas oublié, elle va te redemander quelque chose. Et ça marche comme ça, en fait. On alterne entre les. Parce que là, peut-être aussi parce que nous, ça fait quand même 5-6 ans. Au début, c'est peut-être un peu plus dur, mais au bout de 2-3 ans de travail dans plusieurs agences, c'est en fait ça de bien travailler pour que les gens te rappellent. Ouais. Et après, d'être sympa, tout ça. Ouais. Oui, voilà. Mais là, je pense que c'est plus comme ça qu'on a eu après des bons trucs parce que il y a un côté humain quand même où on bosse avec les gens et c'est pas juste on envoie des mails ou. C'est pas juste le rendu et point quoi. Et au début aussi, il faut se mettre un peu en risque, je pense, et accepter beaucoup de choses qu'on te demande, des projets pour lesquels tu n'aurais pas forcément eu envie de bosser à la base. Mais t'essayes et puis peut-être qu'après, cette personne va avoir un autre projet. Au début, je pense qu'il faut tout prendre. Il faut pas avoir peur. Oui, et même essayer de challenger le projet, même s'ils vous disent que c'est un petit truc. Même s'ils vous disent la plupart du temps, il n'y a pas de budget pour ça, donc... c'est pas grave, faut prendre sur soi et après on le met dans le book et on est content. Exactement. Ouais, mais en fait, faut pas se dire aussi qu'on peut tout mettre dans le book parce que je pense il y a plein de projets c'est sûr. Mais enfin, en fait, il y a plein de projets
où on intervient juste par exemple une semaine. Enfin, tu vois, tu peux pas. Oui. Ouais, des fois on bosse sur des toutes petites parties. C'est ça. Mais faut pas se dire à tout prix, je veux faire enfin, ça vient que après, je pense, de se dire, je peux mettre dans mon book. Enfin, nous, je sais qu'au début, ouais, il faut garder un certain niveau d'exigence. Je pense que nous, c'est ce qu'on se disait pour vraiment poster que le meilleur du meilleur pour se dire. Ouais. Oui, c'est ça le truc, c'est poster que le truc qui te fait kiffer ou Oui, vraiment c'est le ça, truc c'est trop ça. bien animé. Mais pas avoir peur de faire des trucs qui te font un peu moins kiffer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pas forcément poster juste un bout d'anime sur un projet qui est pas forcément intéressant. Enfin, ça va pas intéresser forcément. Juste pour dire, même si ça peut être pour un gros client, genre, je sais pas si c'est pour un très gros client, et tu dis j'ai bossé sur ce truc, mais en fait, c'est pas forcément le meilleur truc. Oui, c'est pas forcément hyper intéressant. C'est juste pour dire j'ai bossé avec truc, mais au final, enfin nous en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. On préfère poster des trucs, même si c'est des projets plus petits mais si c'est intéressant visuellement, c'est plutôt comme ça qu'on va choisir. Oui, c'est ça. Et après, les gens vont venir pour ce que vous avez montré. Ok. Est-ce que on a parlé un peu du temps que ça vous prend ces projets-là? Est-ce que vous pouvez parler un peu budget ou pas? Par exemple, un gros projet comme le truc d'Adidas ou des trucs comme ça, comment vous le facturez? Ça, du coup, Adidas, je crois que pour le coup, c'était un peu au début où nous, on commençait un peu. On avait été assez bien payés. En fait, là, on était à la journée. Et je crois que ça avait duré quand même un mois et demi. Ok. Donc, on était payés à un tarif à la journée chacun. Du coup, ok, pas mal. Donc, c'était plutôt bien pour l'époque où c'était. Ouais. Après, il y a des projets où on essaie de se dire ça va nous prendre 2-3 semaines. Ouais, en fait, on essaie d'estimer le temps que ça va prendre en comptant un peu les retours. On propose une enveloppe globale. On bosse rarement à la journée, sauf quand c'est pour une agence qui dit je veux que tu bosses pour nous 2 semaines, quelque chose comme ça. Et à partir de là, on établit un budget et on discute, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu une partie où on aimerait bien que des clients qui ont une enveloppe et un budget. Et à chaque fois, c'est des espèces de fausses négos pour essayer de gratter. Enfin, c'est un peu la partie qu'on n'aime pas trop faire. Et pour le coup, je pense que personne n'aime ça. Ouais. C'est ça. Si quelqu'un pouvait s'occuper de ça serait cool. Non, mais en vrai, après, il y a des bonnes surprises et puis il y a des fois où c'est un peu moins bien, mais. Ouais, en fait, il faut essayer de prendre un peu de marge pour les projets plus intéressants qui vont déborder et puis où tu vas être beaucoup moins bien payé, c'est pas grave parce que c'est intéressant. Il faut essayer de prendre un peu de marge sur un projet moins intéressant. Ouais. Ok. Et par exemple, c'est pour le projet d'exposition. Est-ce que au niveau des droits d'auteur, est-ce que vous faites facturer vos droits d'auteur et comment ça marche ces choses-là? C'est un peu différent pour ce projet. Nous, on facture jamais les droits d'auteur. Je crois. Ok. Et là, c'est un projet public. Enfin, ouais, c'était un appel d'offres. Okay. Du coup, il y avait une grosse enveloppe au début qui, au final, qui a fait tout le projet. Et on pouvait pas changer, même à la fin, quand il y avait beaucoup de retours et tout, il n'y avait pas moyen de. Là-dessus, on n'a pas géré le budget. Pour le coup, on nous a dit on a ça. Oui ou non. Ce que vous voulez ou pas. Il se trouve que ça a débordé. Bon, ça a débordé, c'est pas grave. Ça déborde. Cool, ouais, mais ouais, c'est pas l'idéal, je pense. Après, nous, on n'est pas non plus fan des facturer les retours. Par exemple, si 2 semaines après, on nous demande un truc, on va pas le facturer forcément si ça nous prend 20 minutes. Ouais, on estime un peu que c'est un peu Enfin, sauf si le client déborde beaucoup, on estime que c'est notre responsabilité de bien estimer à la base quand même. Oui, après, ça dépend s'il veut changer la moitié du projet ou pas, quoi. Je pense voilà. Mais après, pour bien estimer, on fait quand même, on se dit, ça va nous prendre tant de temps. Ouais. Notre tarif à la journée chacun, c'est ça et ça, on multiplie et après, on fait peut-être une estimation haute, une estimation basse et on dit ça va être entre ça et ça, et puis après, on négocie, quoi. Mais après, c'est aussi quel client, quelle agence en face. Oui, on n'a pas toujours les mêmes tarifs. Mais après, on n'a pas non plus un truc x2. Enfin, c'est toujours entre, je sais pas, ça peut être entre 300 et 600, 700. Ça dépend vraiment du client, quoi. Ça dépend. Ok, ça marche. J'ai failli oublier les questions des auditeurs. J'en avais une déjà, c'est Tom qui commence d'abord par est-ce que vous vous embauchez? On aimerait bien l'année prochaine travailler avec plus de gens et pas forcément embaucher parce que vous entourez de personnes à côté. Travailler avec des freelances et aussi si on trouve des gens qui sont chauds pour faire un stage chez nous, on sera
Ouais, carrément. L'année prochaine, je pense qu'on sera prêt. Ouais. Ok, trop bien. Ça va faire plaisir à des petits étudiants, ça. Mais je pense qu'on fera une annonce ou un truc sur une story pour demander des profils ou quoi. Enfin, je sais pas, les stages, c'est plus au printemps, je crois. Non, Ouais, on est est un peu nul en stage. On voulait avoir un stagiaire à un moment, et puis on s'y est mal pris, c'était pas les bonnes périodes, enfin bref. Mais si vous avez, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à envoyer, on répond. Enfin, ouais. Ok, ça marche. Et ouais, est-ce que ça vous arrive de vous entourer parfois d'autres animateurs ou d'un sound designer ou des choses comme ça? Ouais, carrément. Pour l'instant, les autres animateurs, on en a fait très peu. Ouais. Sauf quand c'est déjà au sein du projet qu'il y a d'autres animateurs. Mais engager des animateurs, nous, on l'a fait 1 ou 2 fois pour l'instant. En fait, c'est juste que maintenant aussi, on a peut-être plus des gros projets où on nous donne, enfin, on nous dit, il faut faire ci, ça, mais nous, on ne sait pas tout faire. Ouais. Du coup, comme on nous laisse la possibilité d'embaucher nous aussi d'autres gens. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et sound designer, et c'est surtout sur son design et et un peu d'aide en animation. Ok. Mais on aimerait beaucoup plus développer ça, encore plus travailler. Même ça peut être en storyboard, quelqu'un qui fait un storyboard pour nous. Ouais. Ce qui nous permettrait justement d'accéder à plus de projets intéressants. C'est un peu ça après, vous serez peut-être un peu plus aussi dans la gestion plutôt que vraiment les mains dans le cambouis, etc. Ouais, il faut voir comment ça. Après, c'est à petite échelle pour l'instant, mais en tout cas, de déléguer certaines tâches et de se faire aider sur certains trucs, c'est carrément ce qu'on espère. Enfin, qu'on a déjà commencé un peu cette année et qu'on espère continuer l'année prochaine. Ok, trop bien. J'avais une autre question. C'était d'Arthur Slay. Du coup, j'ai un peu étoffé. J'ai demandé. Enfin, du coup, vous avez déjà répondu. C'était est-ce que vous prenez des sujets individuels encore? Donc ça, oui. Ouais. Lui voulait savoir est-ce que vous êtes sur des plateformes comme Malte ou pas? J'avoue qu'on a vite fait essayer au début pour voir si ça apportait quelque chose, mais on n'a pas poussé du tout, mais ça n'a jamais rien apporté. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y a eu une période où on s'est dit on va envoyer plein de mails à plein d'agences. Ouais, on s'est inscrit au tout début comme ça, et on n'a rien eu, franchement. Mais c'était Après Ouais, j'avais des potes qui étaient un peu dessus, mais apparemment, faut vraiment être hyper actif tous les jours. Ouais, je pense. Et puis les tarifs, c'est très bas aussi, non? Enfin, c'est ce qu'on a vu. Ouais, bah. C'est de pire en pire, je crois aussi, non? Comment? C'est pas de pire en pire aussi. Bah en fait, comme c'est une sorte de catalogue. Enfin pour moi, tu vois, je vois ça comme un catalogue de gens qui sont là. C'est comme quand tu vas sur, je sais pas, Ikea ou Asos, tu vois, des trucs là. Et ouais, je sais pas. Parfois, oui, il y a pas mal de jeunes débutants qui vont là-dessus pour se lancer. Mais tant mieux. Et en plus, si ça peut te pousser à faire des projets et à te donner des contraintes, des vraies contraintes, tu vois. Mais on n'a pas énormément forcé, mais on n'a jamais. Ça n'a jamais marché. Le meilleur truc qui a marché pour nous, c'est vraiment de poster régulièrement sur Dribbble ou sur Instagram. Et même aussi d'essayer de discuter avec d'autres gens sur ces plateformes pour essayer de se challenger, de faire oui, c'est un truc qui est pas mal, c'est de faire aussi les petits challenges qu'il y a sur, je sais pas, 36 Days of Type, par exemple, tous les ans, ou le monde des challenges, ou des choses comme ça. Ça te pousse à faire des choses et ça te fait rencontrer d'autres gens. Ouais. Ça, je pense que c'est le meilleur truc pour te faire remarquer après. Ouais, c'est clair. Et puis, comme ça, t'intègres directement, entre guillemets, une communauté, tout ça. Ouais, exactement. C'est pas mal. Et pour continuer un peu sur les plateformes comme Malte, parfois ce qui est sympa, c'est que au niveau des facturations, du budget, au moins tout est carré, le client te paye par la plateforme. Et du coup, t'as plus ce truc-là, genre d'attendre peut-être le client qui va peut-être pas te payer, etc. Là, c'est assez carré. Ouais, nous, on n'a jamais trop eu de problème avec les factures, à part des gens, des fois, qui mettent un peu longtemps à payer, mais en les rappelant, ils payent. Mais ce qui nous est arrivé de faire 1 ou 2 fois quand c'est un client qu'on ne connaît pas du tout, et puis on a peut-être un peu des doutes, c'est de lui faire payer en avance un petit acompte, 50% par exemple. Surtout si c'est un gros projet, en fait. On va pas s'engager sur un mois de projet avec quelqu'un qu'on connaît pas trop et qui peut pas avancer un peu. Donc, ça nous est arrivé peut-être 1 ou 2 fois de faire ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on avait demandé après un acompte parce que
il y avait un truc qui était un peu bizarre sur une fois, donc on s'est dit on va tout le temps demander. Mais après, au final, une fois que tu as bossé avec une agence et que ça s'est bien passé, Ouais. C'est plus avec les nouveaux. Ouais, les nouveaux, vaut mieux peut-être demander un acompte. De toute façon, ça se fait. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, et, c'est normal. et être très clair sur le budget aussi au début et ce que tu vas faire. Ouais, faut C'est pas. un nouveau client, quoi. Surtout quand c'est un client, que c'est pas une agence et que c'est un client, c'est pour lui, c'est son produit, c'est son truc, et qui a pas forcément l'habitude de bosser avec des motions. Ouais. C'est bien d'être assez clair dès le début, quoi. Ouais, faut pas être timide là-dessus. Ouais. Ok, bah on touche doucement à la fin du podcast du coup. Sauf si vous aviez un sujet qu'on n'a pas évoqué et que vous vouliez absolument parler là. Non, je crois pas. Je crois qu'on a pas mal discuté. Yes. Moi j'avais encore une question, c'était quoi un peu vos inspi du moment, où est-ce que vous allez les chercher? C'est pas forcément du motion, ça peut être très bien un film, un livre que vous lisez, une BD, je sais pas. Bah, musique. c'est beaucoup, c'est surtout la première inspi, c'est sur Instagram quand même. Ouais. Et c'est surtout du motion. Mais ouais, quand tu parles en dehors de, c'est intéressant aussi, je sais pas, d'aller voir des expos ou des choses comme ça, et même qui bougent pas, Ouais. et de sortir de Instagram justement, et ça donne pas mal d'idées de voir, je sais pas, des tableaux, de la peinture, des choses comme ça, et d'essayer avec l'œil de motion, en fait, ça donne des idées, des inspi, et ça te donne envie de tester des choses. Ouais, en termes de composition, tout ça, t'as des choses qui ont déjà été faites, qui sont juste trop bien, quoi. Et Même ça dans donne une inspiration de ouf. Ouais, même dans les livres, là, moi, en ce moment, je lis des nouvelles c'est Ray Bradbury, c'est des nouvelles sur Mars, et donc c'est des petits textes courts, mais en fait, c'est très abstrait. Et du coup, tu peux voir, enfin, ça peut donner des idées aussi, juste quelques passages de ce genre par exemple, de nouvelles de science-fiction sur des choses abstraites que tu peux après mettre en motion, par exemple. Donc, ça peut aussi donner des idées de composition, et tu peux te dire, c'est ton script, il est là, par exemple. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je vois aussi. C'est pas penser en motion, mais c'est se dire, il y a des trucs à prendre un peu partout. Ça peut être le début d'une idée, quoi. Ça peut être. Ok, trop bien. Mais après, en termes d'inspiration pure, oui, en ce moment, c'est surtout sur Instagram. Ouais. On pourra te mettre des liens des images de trucs qu'on aime bien en ce moment. Ah bah allez-y, ouais, balancez. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Ordinary Folks, il me semble. D'hier, oui. Ouais, là, en mix media, elle est juste folle, quoi. Ouais. Oui. Et il y avait le truc sur les synthétiseurs aussi, c'était The Furo. Ouais, ça, je pense, c'est le truc de l'année qui nous a. Le truc qui vous a marqué. The Furo, là. Ouais, c'est vraiment hyper complet, hyper dynamique, et le son, il est top. Et il y a aussi celle de Hornet et d'Itay, du coup, parce qu'on bosse avec eux. Il a sorti une série qui s'appelle Obsessed de 3 films. Ouais. C'est un peu nos coups de cœur de l'année. Ouais, nos coups de cœur de l'année. C'est votre top 3, quoi. Ouais. Mais après, c'est des projets où ils sont beaucoup à bosser dessus, et oui, c'est ça, oui. Faut pas se dire que c'est qu'une personne, quoi. En fait, Ordinary Folk, je pense qu'il y a peut-être 20 personnes qui ont bossé sur le truc. Ouais, c'est toujours quand tu vas sur leur site, tu vois autant de personnes et tu fais OK. Ils sortent pas souvent des projets, hein. Après, c'est pareil, je sais pas est-ce qu'ils bossent que sur un projet pendant 3 mois, ou est-ce qu'ils ont des projets alimentaires aussi? Je pense, j'imagine. Mais oui, en tout cas, c'est toujours, même si tout seul c'est impossible à faire ça, c'est toujours bien de. Ça fait rêver, quoi. Clairement, ça fait rêver. Ah, c'est clair. Bah non, ça fait du bien aussi de se dire, bon, il y a des projets comme ça qui existent. Et après, c'est se dire comment je les ai, quoi. Ouais. Et puis, au début, quand tu commences le free, tu te dis que tu peux tout faire tout seul, tu vois. Et c'est après, plus tu bosses avec d'autres gens, que tu te rends compte que bosser à plusieurs sur une vidéo, ça va être beaucoup plus riche, que t'es pas obligé de tout savoir faire, mais tu peux apporter juste ta partie. Ouais. Et ça se voit assez sur les vidéos d'Ordinary Folks, justement, où il détaille un peu qui a fait quoi. C'est vachement enrichissant de voir ça. Il me semble que c'était peut-être l'année dernière, ils avaient un peu... je sais pas si c'était un gros studio comme ça qui avait décrit un projet, comment il fonctionnait, etc. Genre, t'avais le motion qui disait, moi j'ai fait ça comme ça, je suis passé par CKD, ensuite After, ensuite machin. Ouais. Et après, t'avais l'autre gars juste qui faisait l'illustration et qui montrait ses trucs. C'était pas mal intéressant. Si je le retrouve, je mettrai le lien en description. Il y a le compte aussi du coup, c'est Thiago 7K qui bosse souvent sur ces. Nous, on avait bossé avec lui sur un projet pour Moss.
Et lui, pareil, c'est un mec ultra fort dans After. Et du coup, sur son compte Insta, il montre un peu des coulisses des scènes sur lesquelles il travaille. Et c'est assez impressionnant. Ouais. C'est vrai. On pourra mettre en lien. Bah ouais, on mettra le petit lien en dessous. Ok. Est-ce que vous avez un petit message pour ceux qui nous regardent ou pas? Pour ceux qui débutent, peut-être un petit conseil. Conseil je pense qu'il faut pas hésiter en tout cas à se faire un profil Instagram ou n'importe quel réseau et commencer à poster des trucs le plus rapidement possible, je pense. Ouais. Et après, oui, s'associer. C'est toujours. Non, mais en vrai, sur plein de choses, s'associer, c'est toujours mieux. Enfin, même nous, par exemple, c'est Criss Cross Studio, mais au final, on n'est que 2. Ouais. Et juste d'être à plusieurs et que ce soit 2 ou 3, je sais pas c'est quoi le bon nombre, parce que après, s'il y a un nombre où ça va pas, je sais pas. Mais du coup, il y a aussi plein de gens qui viennent nous voir parce qu'ils croient vraiment qu'on a un gros studio aussi, ce on essaye de devenir aussi, mais ça permet d'être aussi plus gros et d'avoir plus de confiance et je sais pas comment dire, mais je pense que bosser avec des gens, quoi, je pense que c'est un truc important, même si c'est aller bosser dans des espaces de coworking Ouais, s'entourer, c'est la clé, quoi. Ouais, parce qu'on peut pas faire tout seul. Ouais, on peut pas faire tout seul. Ouais, non. Pas avoir peur de se lancer sur des projets et d'accepter des projets, même s'ils n'ont pas l'air hyper fun au début. Ouais. Essayer d'apprendre sur chaque projet, quoi. Ouais, et puis en fait, toujours bien travailler, quel que soit le projet, même si le projet est pas intéressant. L'agence en question, elle va peut-être te filer un projet intéressant 3 mois après. Donc, voilà. Je pense que c'est ça aussi. Et c'est ce truc d'arriver après à avoir plusieurs agences et en fait, elles vont forcément rappeler si ça s'est bien passé. Donc, il faut pas avoir peur de se dire, pendant un mois, j'ai rien. Ouais. Et du coup, dans ce mois-là, plutôt faire des projets perso pour alimenter et d'avancer. Ouais, c'est ça. Parfois, un mois, ça peut faire peur sans avoir aucun projet. Ah bah ouais. Mais comme tu dis, c'est le moment où il faut se challenger un petit peu. Ouais, après, c'est facile à dire, mais c'est pour ça aussi, les challenges qu'il peut y avoir sur Instagram, je pense que c'est un bon truc. Nous, on avait fait le 36 Days of Time juste pour les chiffres. Bon, on était 2, mais... Donc mais rien que ça, c'était déjà, ceux qui font tout l'alphabet. Ils sont chauds. Peut-être qu'ils se préparent pendant toute l'année. Ils en font un par semaine, je sais pas. Mais c'est bien, ça donne une contrainte et ça te force à faire quelque chose et ça, Mais nous, on avait fait les chiffres et on s'était dit, du coup, si t'en postes un, t'es obligé de poster les c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, on était obligé de le faire. Donc, en fait, t'as aussi, même si c'est pas forcément bien, mais en fait, je pense que il faut s'imposer en fait un rythme. Ouais, c'est la contrainte. C'est la contrainte et si t'es obligé de faire une anime dans 2 jours, tu vas la faire. Ouais. Et en plus, c'est pour toi, donc Oui, c'est ça. C'est en fait, que du bonus. Faut arriver à se donner les contraintes que le client il se donne. Il te donne en deadline, et il faut se les appliquer à soi. C'est ça le plus dur, je pense. Ouais. Une fois que tu y arrives, je pense, c'est ça la clé. Ouais, après, c'est pas grave si c'est pas forcément parfait, quoi. Oui, surtout si tu commences, c'est normal, tu vas progresser et c'est en faisant que tu vas progresser. Il faut pas avoir peur tout le monde n'a pas le même niveau. C'est clair. Mais après, oui, au début, je pense que c'est bien d'être quand même en agence. Enfin, je sais que moi, c'est là que j'ai tout appris aussi. À Gédéon, et il y avait des gens ultra talentueux qui m'ont appris à animer. J'aurais jamais. J'ai eu la chance d'avoir un stage, j'ai eu la chance. Mais après, voilà, c'est aussi un peu de chance de tomber sur les bonnes personnes. Oui, qui te donnent les petits tips, etc. quoi. Mais dans tous les cas, même maintenant, on arrive à s'entourer pas mal. Il y a des petites communautés qui se forment, notamment Motion Café, il y a un Discord, tout ça. Mais même sur Insta, c'est pas hésiter aussi à aller parler à des gens et te demander mais comment t'as fait ça? Oui, carrément. Les réseaux sociaux, ça sert pas qu'à partager, du contenu en tout cas, ça sert à partager des connaissances aussi. Ouais. Mais Discord, nous, moi, je suis pas trop dessus, j'ai pas trop compris encore tous ces trucs. Ça fait un peu léger de dire ça, mais... Non, mais... c'est une sorte de forum, quoi, plus ou moins, en chat, c'est un Slack, quoi, je sais pas si Slack ouvert. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas mal pour échanger des tips, parfois, ou quand on est bloqué. Ouais, je sais que parfois, une fois ou deux, j'étais bloqué sur un projet, et puis ils m'ont sorti un plugin de l'espace pour faire un truc, et du coup, tu dis, ah oui, on peut faire ça comme ça. Mais regardez ça. Ah oui, mais du coup, faut être invité. Non, vous pouvez rentrer. Je pouvais vous envoyer le lien après, si vous voulez. Hein. Venez. Ok, très bien. Et est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimeriez voir dans un futur podcast ici? Ouais. Il y a des amis à nous, très bons amis. Je sais pas si tu les connais, mais du coup, Benjamin Geffroy et Inalou Kaketi, qui font qui étaient au Gobelin en motion, qui font pas mal. Eux, c'est plus
à la main. Enfin, c'est un peu différent de nous. Ouais, c'est plus tradi. C'est plus tradi, mais ça mélange plein de trucs. Enfin, c'est super ce qu'ils font, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux ensemble. Ok. Donc voilà.